Yes, welcome everybody. Let me introduce Dr. Pierre Albaladejo, chef de service au CHU de Grenoble, président de la Société française d'anesthésie réanimation, past president du groupe d'intérêt en hémostase périopératoire et auteur de plus de 200 publications scientifiques. Please, Dr. Pierre, the mic is yours. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et vous dire combien je regrette de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. L'objet de ma présentation est de discuter des seuils transfusionnels. Alors, je sais que le professeur Lazzocchi vous a parlé des seuils de transfusion de concentré globules rouges. Moi, je vais vous parler plutôt de ceux des facteurs de coagulation des plaquettes, donc tout ce qui concerne l'hémostase de la thrombose. Et en particulier, je vais vous parler des point of care, c'est-à-dire toute l'aide qu'on peut avoir avec une biologie délocalisée. Alors, ce sont mes liens d'intérêt avec l'industrie et les compagnies d'assurance. Donc, ça veut dire quoi les seuils? En fait, sur quels critères est-ce qu'on va déclencher une transfusion de plaquettes de PFC ou d'autres médicaments, et je vous parlerai des médicaments dérivés du sang. Eh bien, les seuils sont atteints sur des situations cliniques, sur classiquement la biologie que vous connaissez, la numération de plaquettes, le niveau de fibrinogène, le temps de prothrombine ou le temps de quick et le TCA ou le temps de céphaline activé, et évidemment les point of care. Les point of care, il y en a énormément. Actuellement sur le marché, ils sont très chers, les consommables sont chers. Et leur utilité, c'est simplement de nous guider dans finalement des algorithmes. Alors leur intérêt, je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer le fonctionnement de ces machines, mais les tests viscoélastiques sont basés sur cette technique que vous voyez à gauche, qui consiste à faire vibrer ou tourner ou d'autres techniques mécaniques un fil ou une aiguille dans du sang, du sang total, et créer donc cette forme de radis que vous avez à droite avec des éléments qui vont vous permettre de réaliser quels seraient les facteurs de la coagulation qui seraient impliqués dans une anomalie hémorragique à laquelle vous êtes confronté. Alors classiquement, vous voyez donc l'initiation de la coagulation qui correspond globalement aux facteurs de coagulation et la fermeté du caillot, c'est-à-dire l'épaisseur de ce radis, qui dépend des plaquettes et du fibrinogène. Et enfin, la pointe du radis qui dépend, elle, des capacités fibrinolytiques de l'élément sanguin que vous avez mis dans la machine. Donc, c'est relativement rapide, mais pas si rapide que ça. Ça demande une manipulation et puis ça demande aussi une interprétation. Alors, l'interprétation, ça, c'est du ROTEM. Vous voyez que globalement, quand vous regardez la ligne du haut, vous avez plusieurs éléments auxquels vous devez vous intéresser. Y a-t-il de l'héparine à droite? Le niveau de fibrinogène est-il suffisant? La numération de plaquettes est-elle suffisante? Étant devant un défaut de fibrinolyse? Et la combinaison de ces différents éléments avec des activateurs ici, extem, intem, fictem, aptem, qui vous permettra de faire des combinaisons pour faire un diagnostic. Donc voilà, c'est ludique et ça permet potentiellement aux médecins de prendre une décision optimale. Une fois de plus, moi, mon expérience de ces médicaments-là, c'est en chirurgie cardiaque. Ça a une relativement bonne capacité lorsque c'est totalement normal. C'est-à-dire qu'en pratique, lorsque vous discutez avec un chirurgien et que vous dites le thémogramme est strictement normal, c'est qu'il n'y a probablement pas d'action de prescription de médicaments dérivés du sang ou de produits sanguins labiles pour gérer le problème hémorragique. Il y a quelques cas où toute l'hémostase n'est pas complètement explorée, mais dans la grande majorité des situations, c'est la situation dans laquelle on se trouve. On peut aussi ajouter des activateurs plaquettaires de façon à voir quel est l'impact d'un antiplaquettaire sur l'hémostase. Et donc, on a une véritable avancée technologique à tel point que actuellement, il y a un marché qui est en train d'exploser
sur l'utilisation de ces point of care. Et vous avez à droite un exemple de techniques qui permettent d'avoir rapidement une notion d'un déficit en facteur ou bien de l'efficacité d'un médicament, ici, l'INR pour les AVK. Alors, le deuxième point qui est important, c'est que depuis plusieurs années maintenant, on substitue les produits sanguins labiles, plasma, cryoprécipité, transfusion de plaquettes, par des médicaments dérivés du sang. Actuellement, on a beaucoup de médicaments dérivés du sang, et en particulier, il y a une véritable explosion d'utilisation des concentrés de fibrinogènes, d'une part, et le deuxième médicament dérivé du plasma qui permet de sortir de pas mal de situations, ce sont les concentrés de complexes prothrombiniques. Alors, pour alimenter la discussion, ce qu'on peut constater, c'est que le développement des point of care se fait parallèlement avec la consommation de ces médicaments dérivés du plasma. Donc, il faut faire attention qu'au bout du compte, parce qu'on utilise un point of care, on ne va pas augmenter la consommation de médicaments dérivés du plasma ou bien la consommation de produits sanguins labiles. Je me suis basé pour la présentation sur les recommandations européennes, donc j'en présenterai 3. Ce sont celles publiées en 2023 qui concernent le management du saignement périopératoire par la Société européenne d'anesthésie et de réanimation, qui a structuré ces guidelines selon des situations, soit des situations cliniques, soit la gestion des médicaments. Donc, on commence rapidement avec votre patient prend des antiplaquettaires. Est-ce que je peux réverser l'action des antiplaquettaires? Voici les recommandations qui sont, vous le voyez, 2C correspond à une suggestion et 2 correspond à une suggestion, C correspond à une littérature plutôt de faible grade. Et donc, ce qui est dit, c'est qu'en présence d'aspirine, et si le saignement que vous constatez est en relation, en particulier, par exemple, en neurochirurgie avec la présence d'aspirine, c'est la transfusion de plaquettes, on n'invente rien. Ce qui est important ici, c'est de respecter la dose, donc qui correspond à un concentré unitaire plaquettaire pour les adultes. Le deuxième carré au-dessous dit simplement que si vous avez autre chose que de l'aspirine, et en particulier les inhibiteurs des P2Y12, donc je vous rappelle que les inhibiteurs des P2Y12 sont le clopidogrel, le prasugrel, cette transfusion de plaquettes unitaire, je dirais, n'est pas suffisante. Et il faut certainement augmenter la dose de transfusion de plaquettes pour arriver à envisager une réversion de l'action des agents antiplaquettaires. Et il y a ce médicament, le ticagrelor, qui est un inhibiteur de P2Y12, mais qui a la particularité d'agir comme un médicament, c'est-à-dire avec des pics et des vallées, c'est-à-dire la concentration du médicament va être en relation avec l'inhibition plaquettaire. Eh bien, pendant 24 heures après la dernière prise, ici il est dit 12 heures, on peut avoir des difficultés pour réverser l'action de cet antiplaquettaire par la transfusion de plaquettes. Donc, chose assez simple, l'aspirine, c'est rare d'avoir à la réverser ici, c'est en neurochir. Un CUP, si ce sont des P2Y12, plusieurs, plus qu'un, et avec le ticagrelor, une difficulté dans les 24 premières heures. Pour les héparines, les AVK, il y a tout ce qu'il y a de plus classique. À gauche, vous avez l'utilisation de la protamine si votre patient prend une héparine, en particulier une héparine non fractionnée. À droite, vous avez la réversion des antivitamines K, 25 unités kilo, plus de la vitamine K, de façon à prolonger en fait la réversion de ces AVK. En bas à gauche, vous avez le seul finalement médicament, cette fois-ci, c'est un médicament dérivé du sang, puisque c'est un dérivé de facteur 7 recombinant, pour réverser le fondaparinux. Fondaparinux, c'est un médicament dont on oublie souvent que la demi-vie, elle est de 17 à 22 heures en fonction de l'âge du patient. Donc, quand vous devez piquer un dos ou faire un geste hémorragique, il faut vraiment que l'arrêt du fondaparinux soit prolongé de plusieurs demi-vies. Donc, 17 heures multiplié par 2 demi-vies, ce qui n'est pas suffisant, ça va déjà faire 36 heures, voire 48, voire 3 jours. Donc, c'est quasiment le médicament qui a la plus longue demi-vie. Donc, il peut être associé à un saignement que vous n'arrivez pas à juguler. Et là, le facteur 7 recombinant pourrait avoir un intérêt. Maintenant, c'est une seule étude, c'est une recommandation qui est de faible grade. Mais surtout, en particulier pour les AVK, si vous n'avez pas de concentré de complexe prothrombinique et vous devez utiliser à la place des plasmas,
il faut savoir que la capacité du plasma à apporter les facteurs qui sont nécessaires éventuellement à la réversion de ces médicaments-là est faible. Je vous rappelle cette étude qui a regardé l'effet de 10 à 15 millilitres-kg de plasma ou 30 millilitres-kg sur l'augmentation des différents facteurs d'hémostase. Et vous voyez que 10 à 15 millilitres-kg, ça augmente globalement le fibrinogène de 0,4, ce qui n'est pas beaucoup, et le reste des facteurs de l'ordre de 10-15%, et que si c'est 30 millilitres-kg, ça augmente un peu plus significativement, mais de 30%. Donc, vous voyez, 30 millilitres-kg, ça fait 2 litres pour vos patients adultes. Donc, ne comptez pas trop sur les plasmas. Maintenant, si vous n'avez que ça, évidemment, il faut tenir compte du fait que vous allez avoir une augmentation claire du volume transfusé, perfusé, lors de la réversion de ces médicaments-là. Pour les anticoagulants oraux directs, vous savez qu'il y a, si le saignement se produit, le déclencheur, c'est le fait de savoir qu'il y a un anticoagulant oral direct. Et si c'est du dabigatran, le seul antidote, c'est l'idarusizumab. Et si vous n'avez pas cet antidote, vous avez la possibilité d'utiliser des concentrés de complexe prothrombinique, ce qui n'est pas noté dans ces recommandations, puisque c'est finalement le seul agent réversant à pouvoir réverser l'action anticoagulante des autres anticoagulants oraux directs que sont le rivaroxaban, l'apixaban ou l'édoxaban. Nous, en France, on n'a que le rivaroxaban et l'apixaban. La dose qui est proposée ici, elle est de 25 unités kilo. Or, dans certaines situations, comme en neurochir par exemple, en France, on recommande plutôt d'utiliser 50 unités kilo de concentré de complexe prothrombinique dans les situations où le maintien du segment est à très haut risque. Comme je vous le disais, les recommandations européennes sur le management du saignement majeur, sévère, périopératoire, reposent sur des situations cliniques. Ici, vous avez une analyse de l'insuffisance rénale, où finalement, si vous avez un saignement lié à une insuffisance rénale, il faut savoir que l'insuffisance rénale, c'est le principal facteur de risque de saignement lié au patient lors de la chirurgie. Il est proposé de ne pas faire de point of care ou de temps de saignement. Le temps de saignement n'existe quasiment plus. Il est dépendant de l'opérateur qui fait le temps de saignement pour prédire le risque chez un patient qui a une insuffisance rénale sévère. Et l'autre proposition, on est encore sur du 2C, vraiment de la suggestion, de la faible littérature, c'est l'utilisation de la desmopressine pour faire dégranuler, si vous voulez, les plaquettes si vous pensez que le saignement est lié à l'insuffisance rénale du patient. Dans le cas de la maladie hépatique, ici, c'est concentré surtout sur la cirrhose. Donc, vous savez que la cirrhose, elle amène des modifications de la production des facteurs de coagulation. La recommandation ici en vert, qui est en fait une recommandation générale, elle dit c'est pas parce que l'INR va être allongé ou le taux de plaquettes va être diminué qu'il n'y a pas une balance hémostatique chez votre patient qui a une cirrhose. Pourquoi? Parce que le foie malade produira moins de facteurs procoagulants que de facteurs anticoagulants. Donc, au bout du compte, on a un équilibre et il faut respecter cet équilibre parce que, comme vous le voyez en bas à droite, l'utilisation de PFC pour chez des patients qui ont un saignement lié à une rupture de varices œsophagienne, c'est associé à une augmentation de la mortalité. Et ça ne gère pas du tout le problème de saignement, puisque ce n'est pas un problème d'hémostase, c'est un problème de hyperpression portale. Donc, ce qu'il propose ici dans ses recommandations, c'est en bas à gauche d'utiliser des tests viscoélastiques qui finalement montreront un équilibre entre les facteurs anticoagulants et procoagulants. Et enfin, ne pas corriger l'INR avant une procédure invasive, à l'exception de la mise en place, par exemple, d'un moniteur de pression intracrânienne, parce qu'il y a quand même une partie qui fait que ça peut saigner un peu plus. Bon, bref, ce qui est dit ici, c'est qu'il ne faut pas aller inonder les patients qui ont une cirrhose avec des troubles de l'hémostase. Il faut monitorer pour voir si cet équilibre est perturbé ou pas. Ce n'est pas facile, mais là, pour le coup, les point of care peuvent aider. En chirurgie cardiovasculaire, il est dit des choses qui ne sont pas très nouvelles.
qui est néanmoins qu'en chirurgie cardiaque, on utilise volontiers les point of care de type thromboélastographie, qui nous permettent d'analyser plus finement finalement les saignements qu'on rencontre. Un petit bémol néanmoins, ça a une utilité pour réduire la consommation de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du plasma lorsque ce taux de consommation est élevé. En revanche, si votre taux de transfusion des médicaments blancs est faible, méfiez-vous que l'utilisation de ces point of care ne vous incite pas à en utiliser plus. Donc, si vous avez un taux élevé de transfusion, utilisez-le. Si vous avez un taux bas, faites attention aux résultats de ces point of care. Vous pouvez aussi utiliser les point of care qui s'intéressent à l'inhibition de l'agrégation plaquettaire. Ici, vous avez une recommandation qui propose de les utiliser en particulier pour des patients qui viennent de prendre du clopidogrel ou du prasugrel ou du ticagrelor, pour être prévenu que la présence de ces médicaments-là va altérer l'hémostase. En ce qui concerne le traitement ou la prévention, l'utilisation du fibrinogène. Alors, le fibrinogène est actuellement très, très utilisé à la suite d'une analyse par le point of care. Et le niveau proposé, le seuil proposé, c'est inférieur ou égal à 1,5 g par litre. Mais il y a beaucoup de situations où il n'y a pas de saignement et le niveau de fibrinogène est inférieur à 1,5 g par litre. Et là, s'il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de nécessité d'aller mettre des médicaments. L'utilisation des concentrés de complexe prothrombinique, ça c'est une incitation plutôt germanique à faire cette stratégie-là, plutôt que des facteurs, que des plasmas. Enfin, un rappel sur l'utilisation du facteur 7 activé recombinant, qui doit être utilisé uniquement dans les situations vraiment extrêmes. Ce qui est dit aussi, et d'une façon générale, c'est que l'utilisation des point of care doit se faire avec un algorithme. Et c'est cet algorithme qui va guider. C'est une sorte de thermomètre, mais il faut y associer une action et une stratégie. Ici, vous avez une proposition de la Société d'anesthésistes cardiovasculaires de 2019 qui vous propose un schéma. Vous avez un patient qui a peut-être encore un peu d'héparine malgré la protamination. Est-ce qu'on vérifie, on redonne de la protamine? Ici, on a eu un doute sur l'efficacité des plaquettes, etc., etc. Et d'une façon générale, la littérature montre que effectivement, l'utilisation de point of care amène une bonne gestion, utilisation des produits sanguins labiles ou médicaments dérivés du sang. Là, on va changer de registre, on parle de l'hémorragie du postpartum, où là encore, il y a des recommandations parce qu'il y a de la littérature. On ne donne pas de fibrinogène en prévention, c'est le grand carré en haut. Si on donne du fibrinogène, on le donne s'il y a une hémorragie du postpartum, avec un seuil de fibrinogène inférieur à 2 grammes ou un POC qui vous indique qu'il y a un défaut de fibrinogène. Il n'y a pas lieu, si votre fibrinogène est supérieur à 2 grammes ou votre FibTem est supérieur à 12 mm, il n'y a pas lieu d'aller donner du fibrinogène. Il est dit ici et ce sont des recommandations qui sont fortes, hein, c'est-à-dire qu'en gros, si on augmente trop le taux de fibrinogène, on va avoir des complications liées à l'administration de fibrinogène. Facteur 7, recombinant, activé recombinant, à utiliser, mais vraiment dans une situation catastrophique. Et il n'y a aucune indication à le donner de façon préventive. Et surtout, ce qui est important, c'est de le faire dans un cadre d'un protocole de prise en charge des hémorragies du postpartum. Je ne vous redirai pas la recommandation très forte d'utiliser de l'acide tranexamique. Vous avez ici une aide cognitive de l'ASFAR, avec l'adresse de l'ASFAR si vous voulez ces documents. Et enfin, il y a une chose importante, et peut-être un rappel ici, c'est faites attention aux ampoules d'acide tranexamique, que ça ne traite pas du côté du plateau d'anesthésie. Il y a eu des accidents gravissimes d'injection d'acide tranexamique en rachianesthésie. Donc, faites vraiment très, très attention. Non, il faut l'utiliser largement, mais ça peut être une source d'erreurs médicamenteuses dramatique. De la même façon, il faut utiliser le point of care pour déterminer des seuils
qui permettent d'administrer correctement des produits sanguins labiles ou des médicaments dérivés du plasma. Et ça, vous avez ici les recommandations de l'algorithme du CHU de Grenoble. En ce qui concerne le trauma, on change de référentiel. Ça, c'est le référentiel de Critical Care, c'est la 6e édition de la gestion du saignement, du saignement et de la coagulopathie liée au traumatisme. Elle dit quoi? Elle dit rien de neuf, mais utilisation du fibrinogène ou des plasmas avec des ratios élevés. Il recommande l'utilisation d'un point of care de type thromboélastogramme et en premier lieu d'un INR. L'INR, alors qu'il a été développé uniquement pour les AVK, et son utilisation est dérivée un petit peu plus loin sur la traumatologie. Ce qui est dit ici, c'est quel seuil pour le fibrinogène. Donc, le taux de fibrinogène à viser, c'est 1,5 g. Pour les plaquettes, c'est 50 000 ou 100 000 si vous avez un trauma crânien. Les plasmas, c'est 1,5 fois le témoin pour le TP et ou le TCA, ou des anomalies sur le point of care. Et l'utilisation vraiment très parcimonieuse du facteur 7 activé en vraiment dernière intention. De la même façon, il est proposé d'utiliser ces algorithmes qui sont liés aux données qui seront données soit par la biologie classique, INR donc, et plaquettes, soit par le thromboélastogramme. Attention à l'utilisation des concentrés de complexes prothrombiniques. L'équipe de Grenoble, avec le professeur Pierre Bouzat, a publié une étude qui comparait l'utilisation des concentrés de complexes prothrombiniques par rapport au placebo sur la quantité de produits sanguins utilisés, et qui montre qu'il n'y a pas de différence en termes à gauche en termes de consommation de produits sanguins labiles, qu'il y a une petite différence sur l'INR, mais surtout, il y a plus d'événements thromboemboliques dans le groupe qui a reçu les concentrés de complexes prothrombiniques. Donc, faire attention, l'utilisation des concentrés de complexes prothrombiniques dans le trauma n'améliore pas la mortalité à 24 heures, à 30 jours, n'améliore pas la consommation de médicaments et augmente le risque thromboembolique. Ça, ce sont des recommandations pour l'anesthésie loco-régionale, donc qui rappellent que si votre patient est traité par dabigatran, il faut le réverser par de l'idarucizumab si vous voulez faire une périrachie ou un bloc profond, que le fait de ne mettre que des concentrés de complexes prothrombiniques ne change rien à la pharmacocinétique du médicament, donc il n'est pas conseillé, il n'est pas recommandé d'aller faire de la loco-régionale bloc profond rachis-péri chez les patients qui ont reçu des concentrés de complexes prothrombiniques alors qu'ils étaient traités par un AOD. Pour les AVK, il faut utiliser les concentrés de complexes prothrombiniques pour réverser complètement les AVK avant de faire une loco-régionale. Et pour les patients sous héparine, la protamine. Et il n'y a pas de recommandation possible pour les HBPM, car je vous rappelle, la protamine ne réverse pas complètement. Le seuil de plaquettes, qui est le seuil finalement pour aller faire la périrachie, je ne fais pas d'obstétrique, mais il y a une véritable évolution. La dernière en date, ça a été publié en 2021, qui propose de pouvoir faire la rachie ou la péri pour des taux de plaquettes supérieurs ou égaux à 70 000, à condition que ce ne soit pas dans le cadre d'un HELP syndrome, pour lequel, évidemment, on a un risque de saignement dans ces conditions-là. Il est rappelé que même si votre patiente parturiente a moins de 70 000 plaquettes, eh bien, il y a peu d'études ou pas d'études qui justifieraient en fait l'administration d'un culot plaquettaire avant de faire uniquement pour faire le geste de professeur Albaladejo, en conclusion, première conclusion, Oui. si vous avez non, allez-y, c'est la conclusion, mais il y avait la peu de chance temps, d'avoir c'est un pas. point of care, vous pouvez l'utiliser. Nous l'utilisons pour la traumatologie, la chirurgie cardiaque et l'obstétrique, pour les situations dont on a parlé. Si votre taux de transfusion ou taux d'utilisation des médicaments dérivés du sang est élevé, vous utilisez le point of care, ça vous fera baisser la consommation. Si en revanche il est bas, faites attention aux résultats que vous donne le point of care parce que votre taux de transfusion pourrait augmenter. Et
il faut savoir que l'utilisation des point of care augmente quasiment artificiellement l'utilisation des médicaments dérivés du plasma, et ça par l'intermédiaire des algorithmes. Le deuxième conclusion, c'est que le fait d'utiliser des seuils ne sont pas des seuils chiffrés, ce sont majoritairement des situations cliniques, que ça peut augmenter l'utilisation des médicaments dérivés du sang, qui ont un coût et peuvent avoir un impact sur les événements thromboemboliques chez les patients qui ont des situations parfois difficiles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Albaladejo, pour cette présentation très intéressante sur les guidelines. Et maintenant, on passe à la next lecture with Professor Lasocki on iron supplementation, perioperative iron supplementation.